Oui, Il y a des menaces de oui. frappe d'Israël. Vous pensez que c'est sérieux? Sur l'Iran? Je ne sais pas, je ne suis pas lié au service de renseignement israélien, donc je ne peux pas vous dire. Je Mais sais ça... que. Mais ce n'est pas acceptable. Mais d'un autre côté, il faut aussi entendre quelque chose. Ce qu'a dit M. Ahmadinejad n'est pas acceptable. C'est la première fois qu'on voit un pays, pourtant il y en a des pays qui sont en tension entre eux, et certains armés de l'arme nucléaire, comme c'est le cas pour le Pakistan et l'Inde. Mais à aucun moment le Pakistan ou l'Inde ne se sont armés en disant j'ai l'intention de détruire mon voisin. Là, c'est la première fois qu'on voit un pays dire si on a une bombe, on ira taper sur Israël. Ça, personne ne peut accepter une chose pareille que sur le plan international, quelqu'un décide qu'il va détruire et à coup de bombe atomique son voisin. Qui plus est, comme nous sommes dans le sens du vent, ça ne serait pas une bonne nouvelle pour nous. Donc, le régime iranien pose une question importante à la civilisation humaine. Moi, j'ai pas peur de le dire. Hein. Un régime théocratique est toujours un danger pour le reste de l'humanité. Partout où l'on met des religieux au pouvoir, il faut s'attendre à des abominations. Eh bien, voici que l'Iran confirme que c'est abominable de mettre des religieux au pouvoir. Vous voyez pourquoi il faut se méfier de n'en jamais laisser arriver. Je suis un homme discret et je ne veux pas que mes opinions philosophiques ou religieuses soient mises sur la table, car un élu doit représenter tout le monde. Maintenant, la question qui est posée sur la franc-maçonnerie, mais je ne veux pas parler de mes convictions philosophiques ou religieuses personnelles. Un jour, vous me demanderez si je suis stoïcien. Ceux qui nous écoutent n'ont pas les mais instruments. Pourquoi ne pas le dire? Mais attendez, mais je n'ai pas de... Pourquoi? Vous êtes juif, vous, monsieur Bourdin? Non. Bon, eh ben, vous voyez le côté odieux de ma question. De quel droit vais-je vous demander votre religion, monsieur Bourdin? Eh bien, la maçonnerie est pour certains une philosophie. C'est une religion, une sorte de religion familiale. Oui. Je peux dire, puisqu'il n'est plus là, que mon père l'était, puisqu'il n'est plus là, mon grand-père l'était également. Les francs-maçons sont l'objet d'une triple accusation. D'abord, ils ont voulu instaurer la République contre la monarchie. Deuxièmement, ils veulent décatholiciser la France. Et troisièmement, ils constituent le véritable pouvoir. Car derrière l'apparence d'un pouvoir parlementaire, ministériel, il y a les loges. Il y a le Grand Orient, notamment. Un pouvoir parallèle, une force occulte, un État dans l'État. Peu importe l'influence qu'on lui prête, la franc-maçonnerie a depuis toujours alimenté toutes sortes de fantasmes. On dit que on ne peut pas constituer un gouvernement sans qu'il y ait au moins un ministre franc-maçon. Je suis rentré en franc-maçonnerie au milieu des années 90, ça devait être en 95 précisément. J'appartiens effectivement à la maçonnerie, mais je considère que c'est une affaire privée. La maçonnerie n'est pas un pouvoir dans l'État. Elle a quand même son mot à dire. Dans l'évolution de la société, elle le dit. On ne peut pas dire que la franc-maçonnerie en France n'est pas un pouvoir, c'est un pouvoir. Une institution et, a fortiori, un réseau, c'est un peu comme un iceberg. Il y a l'influence visible et puis il y a l'influence invisible. Ce qu'elle pèse aujourd'hui, ce qu'elle veut faire aujourd'hui, ce n'est pas négligeable. Comment cette société de pensée fondée à la fin du XVIIIe siècle est-elle passée de la réflexion philosophique à l'action politique, au point de marquer de son empreinte la fondation de la République? La franc-maçonnerie inspire-t-elle encore certaines lois de la République? Est-elle encore un réseau avec lequel il faut compter? À partir du moment où la République est établie sur des bases solides et définitives, à partir du moment où l'Église catholique a perdu l'essentiel de son pouvoir, à partir du moment où les réformes concernant la vie familiale, l'éducation, la justice ont été accomplies. On peut dire que le programme intellectuel, le projet intellectuel de la franc-maçonnerie, qui est évidemment le projet républicain, mais que la franc-maçonnerie a porté largement, ce projet est accompli. Et qu'à ce moment-là, la franc-maçonnerie n'a plus en quelque sorte qu'à se retirer dans ses temples, à se retirer du forum
et à être peut-être une sorte de gardienne vigilante, mais rien d'autre. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. La franc-maçonnerie, encore une fois, non pas en tant qu'institution, mais par l'intermédiaire d'un certain nombre de ses membres, s'est introduite dans l'appareil politique et elle y est restée. Elle y est restée et un certain nombre de personnes influentes, des ministres, des présidents du Conseil de la Troisième République, sont notoirement connus pour être des francs-maçons. À partir de ce moment-là, les francs-maçons qui, dans la période précédente, apparaissaient comme ceux qui militent pour que naisse un nouvel ordre des choses, prennent une autre figure. Ils deviennent ceux qui profitent du système politique qu'ils ont établi pour continuer à le dominer indépendamment du jeu normal des institutions. C'est pour ça que la franc-maçonnerie en réalité est toute puissante en République, c'est pas moi qui le dis, c'est Alain Bauer, etc. Il y a que toutes les lois sont faites dans les temples et dans les loges, la République en fait est une émanation de la maçonnerie, mais ce n'est jamais dit. C'est-à-dire que sous l'Ancien Régime, l'Église était à côté du roi officiellement, et moi ce que j'explique c'est que la franc-maçonnerie et l'Église, le clergé occulte de la République, mais ça peut être qu'occulte